Ces images des deux présidents en partance pour Bruxelles avec vous. Hein. On ne lâche pas l'image, effectivement. On va suivre en direct l'arrivée des deux cortèges dans quelques instants sur la base aérienne de Vélizy-Villacoublay. C'est le président français qui accueillera le président ukrainien avant effectivement ce départ pour Bruxelles. On va en parler avec vous, général Vincent Desportes. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes ancien directeur de l'école de guerre, professeur de stratégie à Sciences Po et HEC. Un mot de stratégie précisément, parce qu'on est en plein dedans. Volodymyr Zelensky n'est pas là par hasard, il ne va pas à Bruxelles par hasard. Il est venu encore une fois dire qu'il souhaitait en particulier des avions de combat au plus tôt. Il y a aussi une symbolique très forte d'être aujourd'hui au milieu des 27 Européens. Absolument, il a la profondeur stratégique de l'Ukraine, c'est l'Occident et c'est en particulier l'Europe, à laquelle l'Ukraine veut appartenir un jour, à l'Union européenne. Donc il y a évidemment une symbolique très forte. Il a besoin de montrer au président russe qu'en fait, il fait déjà moralement partie de l'Europe. Il faut que le président Poutine sache qu'en face de lui, il n'a pas l'Ukraine. Il a un bloc uni, absolument décidé, comme l'a dit à fort juste titre le président Macron, à faire en sorte que l'Ukraine ne perde pas, mais que ce soit la Russie qui perde. On va parler dans un instant de cette question des armes, des avions, parce que c'est essentiel et c'est au cœur des discussions. Mais restons encore d'un mot sur le symbole, parce qu'il ne faut pas minimiser l'importance de cette journée. On le disait, ce sommet, c'est aussi l'occasion de rappeler le statut de candidat de l'Ukraine pour l'adhésion à l'Union européenne. Il y a aussi un message, et vous venez de le rappeler, qui est envoyé à Vladimir Poutine. On est bientôt 1 an après le début de l'offensive. C'est aussi pour les Européens une manière de dire « nous sommes tous sans ambiguïté derrière un pays, c'est l'Ukraine ». Absolument. Un des paris du président Poutine le 23 février dernier, c'est que s'il lançait son attaque le lendemain, au fond, l'Europe se désagrégerait. Il nous prenait pour un ramassis de peuples avilis, incapables de nous redresser. Eh bien, nous avons montré le contraire. Pas totalement brillamment, parce que ce que ça montre aussi depuis le début, c'est que l'Europe n'est pas suffisamment unie, mais peut-être qu'au fond, cette guerre nous permettra de sentir que nous avons des intérêts communs, que nous sommes unis et que nous devons faire face aux événements du monde et en particulier aujourd'hui à l'agression du président Poutine. Les images que l'on voit en direct du cortège de Volodymyr Zelensky nous rappellent une évidence, c'est que le président ukrainien, avant d'aller à Bruxelles, a tout de même fait le choix de visiter certains de ses alliés, le Royaume-Uni hier d'abord, mais la France tout de même hier soir, avec le chancelier allemand également. Ne pas passer par la France, est-ce que cela aurait été un affront pour notre pays, voire peut-être même une erreur stratégique, diplomatique de la part du président ukrainien? Alors, je pense que ça aurait été une erreur grave et d'ailleurs on peut peut-être se poser la question de savoir s'il n'aurait pas fait mieux de passer en France ou à Bruxelles avant de passer en Grande-Bretagne. Pourquoi dites-vous cela? Parce que, je dis ça parce que l'Union européenne et l'Union, enfin le groupe de pays qui aide le plus l'Ukraine avant les États-Unis, évidemment avant la Grande-Bretagne. Et je rappelle que le président Zelensky, l'Ukraine veut rentrer dans l'Union européenne et non pas dans l'Union Jack. Et je crois qu'on se rappellera quand même que là, il a fait le choix d'aller d'abord en Grande-Bretagne avant de venir chez nous. Est-ce une erreur? Je ne sais pas. En tout cas, peut-être aurait-il mieux fait de commencer par l'Europe. En tout cas, il vient, c'est important, il commence par la France et il rappelle. Hier, il l'a rappelé que c'est la France qui a commencé à envoyer des chars en promettant d'envoyer des AMX-10 RC. Il rappelle le rôle tout à fait important de la France dans le soutien. Oui, vous avez raison de le rappeler parce qu'effectivement la France était la première à dire nous allons livrer des AMX-10 RC et ensuite les États-Unis et l'Allemagne ont dit par exemple nous allons livrer des chars lourds qui est l'une des attentes également de l'Ukraine. Il y a eu quand même deux formes de discours de Volodymyr Zelensky en direction de la France. Rappeler qu'on a été au rendez-vous tôt, mais dire aussi peut-être qu'il faut être au rendez-vous encore davantage. Vous voyez ces images en direct de la base aérienne de Villacoublay. On est là à quelques kilomètres de Paris. C'est de là que va se faire le départ. Ce sont les équipes de l'Élysée là qui sont en train de se positionner, le staff du président de la République français. Il nous a dit aussi, le président ukrainien, à propos du président français, il a changé. Et il a changé pour de vrai cette fois, c'est ce qu'il déclare à nos confrères du Figaro. Est-ce que de votre point de vue, Emmanuel Macron a changé? Est-ce qu'aujourd'hui c'est un président français différent d'il y a 1 an qui accueille son homologue ukrainien? D'abord, je crois qu'il a compris qu'on ne pouvait pas tout dire, pas exactement n'importe comment et pas n'importe quand. Je pense que le président Macron a compris que d'abord, de toute façon, il fallait, avant de penser l'avenir, penser le présent. Mais je remarque, et donc il a peut-être pensé le futur un peu trop tôt. Mais il était trop vite en besogne.
peut-être trop vite, mais je remarque qu'aujourd'hui, enfin hier très exactement, il a quand même pensé le futur, et c'est très important, parce qu'il a parlé guerre, mais il a parlé paix, il a rappelé le plan de paix en 10 points du président Zelensky, et il a fait appel à une conférence internationale. Donc, moi je lui reconnais le grand mérite de penser à la fois le présent et le futur. Il a été un peu trop vite, il a été maladroit hier, aujourd'hui il est effectivement dans l'axe de ce qu'il faut faire, penser le présent, affirmer la nécessité indispensable de voir l'Ukraine gagner et en même temps il pense le futur. Je ne peux pas réfléchir au présent sans réfléchir au futur et je dois penser le présent en fonction du futur. Il le fait et il a raison. Il a rappelé, le président français hier à Volodymyr Zelensky, la détermination de la France et son terme à accompagner l'Ukraine vers la victoire. Après, une fois qu'on dit ça, il y a la question du calendrier et des moyens. On connaît la position de la France, et d'Emmanuel Macron en particulier. Certes, on va poursuivre l'effort de livraison d'armes, c'est ce qu'il dit hier encore, le chef de l'État français, mais il y a des conditions. Il l'a déjà dit, il faut que ce soit des armes qui soient considérées comme défensives, il faut que ce ne soit pas escalatoire, c'est l'adjectif employé par le président français. Pour lui, c'est une manière de dire que ça ne doit pas conduire à une aggravation du conflit et à une extension du conflit. Et enfin, il faut que ce soit soutenable pour l'armée française, c'est-à-dire que nous-mêmes ne nous mettions pas en difficulté avec ces livraisons. Est-ce que ce sont, de votre point de vue, de bonnes règles, de bonnes limites, de bons garde-fous ? En tout cas, il faut agir avec des règles. Il en a établi et je crois que ces règles sont parfaitement raisonnables. Et on voit que la dernière règle s'applique moins aux avions qu'aux chars. Au fond, c'est quand même très très difficile parce que la France a peu de chars. C'était une armée expéditionnaire de donner des chars. Autant pour les avions, la dernière condition est moins contraignante. Mais en ce qui concerne les deux premières, il a raison. Maintenant, la difficulté, c'est qu'évidemment, il n'y a pas d'armes défensives en soi. Ce qui compte, ça dépend de leur utilisation. C'est leur utilisation. Et même, si vous voulez, on sait bien tous, nous militaires, que la meilleure défense est dans l'attaque. Et il est très probable que des chars seront utilisés dans l'attaque. Et forcément, un char, ça sert à attaquer, beaucoup plus qu'à défendre. Mais en revanche, c'est la mission qu'on va donner. Il s'agit bien, pour l'instant, de contenir cette guerre et de ne pas en faire une guerre de l'OTAN contre la Russie. Donc il faut que l'Ukraine gagne en évitant l'embrasement général. C'est bien depuis le début cette ligne de crête que l'Europe et que l'Occident suit. Et je dirais qu'elle le suit et peut-être pas de manière assez claire. On voit aujourd'hui que l'Europe, hélas, est en réaction pays après pays. Et je dirais donc qu'il n'y a pas une véritable conduite politique globale de cette guerre. Parce que la défense et l'armée restent une compétence nationale aujourd'hui. Les projets de défense européenne n'ont en réalité jamais été aboutis. Et c'est bien chaque président, chaque chef d'État qui a la souveraineté de décider s'il aide ou pas l'Ukraine. Vous avez raison, mais on note également qu'il n'y a pas véritablement de projet européen dans cette guerre. Nous n'avons pas fait le choix pour l'instant. Est-ce que nous voulons une guerre courte qui permette à l'Ukraine de gagner très vite, auquel cas il faut donner le maximum d'armement? Ça ne se fait pas comme ça se fait petit à petit sous la pression. Nous sommes plus en réaction qu'en proaction. Et en ce qui concerne la guerre longue, nous pourrions opter pour dire que ça va durer un certain temps, mais nous ne nous mettons pas en ordre de bataille pour la guerre longue. Nous n'avons pas relancé véritablement, même si on a fait un peu, nos économies de guerre. Aujourd'hui, quand nous donnons de l'armement, nous le donnons sur nos muscles à nous. Nous ne sommes pas mis en position de produire en masse des avions, des chars, des munitions. Et donc, on a une absence de projet. C'est en ce sens-là que l'Europe n'est pas suffisamment existante dans cette affaire-là. Elle réagit à la curiace. Il faudrait qu'elle soit unie, assumer cette guerre pleinement, ce qu'elle ne fait pas réellement. Elle le fait État par État, mais elle ne le fait pas véritablement en tant qu'Europe, même si la visite de Mme von der Leyen à Kiev il y a quelques jours... La présidente de la Commission européenne. Absolument, est un bon signe, mais on doit aller au-delà. L'Europe en tant que telle doit prendre une décision globale politique au sujet de cette guerre. Et peut-être aujourd'hui cela viendra-t-il. Vincent Desportes, là ce qu'on voit donc à l'image, c'est cet avion 7X de la flotte de la présidence de la République française qui va conduire le président français et le président ukrainien à Bruxelles dans quelques instants. On voyait il y a quelques secondes également à l'image le cortège du président Volodymyr Zelensky qui est à proximité de la base aérienne de Villacoublès, n'est plus très loin. On va s'arrêter justement concrètement sur ce que peut faire l'Europe. Volodymyr Zelensky, je le disais, lui, il demande des avions de combat. Prenons cet exemple très précis. Hier, Downing Street, donc le Premier ministre britannique, qui n'est plus membre de l'Union européenne, dit l'armée britannique va étudier la possibilité de livraison d'avions en précisant à long terme, ce qui est une manière de ne pas s'engager trop rapidement, mais tout en disant aussi on va livrer des formations, on va former des pilotes ukrainiens, et ça, y compris aux normes de l'OTAN. Bon,
Est-ce que là, il faut suivre le modèle britannique? Est-ce que ce sont eux qui ont raison de dire oui, on considère ces livraisons, oui, on fait de la formation? Alors moi, je crois que je refuse le terme de suivre. Et c'est là où je dis il faut avoir un projet. La Le France, fait est qu'ils ont commencé, donc il faut oui, maintenant mais la France n'a savoir comment la on se France n'a positionne, nous. pas à suivre, l'Europe n'a pas à suivre. Nous devons avoir un projet positif. C'est bien ça, hein, le sujet. Alors, est-ce que techniquement, c'est bien? Oui, bien sûr. Il y a la décision politique qui n'aura pas de sens si on ne l'a pas préparée techniquement avant. Et donc, que l'on prépare cette affaire-là, ce qui n'engage en rien le politique, ça me paraît évidemment parfaitement juste. Mais encore une fois, nous n'avons pas à suivre. Il faut un projet européen que nous n'avons pas dans Alors, cette si on affaire-là. retire le terme suivre, Général Vincent Desportes, le faut-il? Faut-il que l'Union européenne, de votre point de vue, réponde favorablement à la demande de Volodymyr Zelensky de livrer des avions? Alors, c'est évidemment une réponse que je ne peux pas apporter. La première réponse est technique, c'est-à-dire est-ce que ça aurait du sens Oui. de livrer des avions? Moi, je ne connais pas le terrain, la situation sur le terrain dans le détail. Je note qu'aucun avion ne vole aujourd'hui dans le ciel ukrainien. Et comment pourrait-il se faire que demain, il puisse voler sans courir un risque considérable d'être détruit immédiatement? Il se trouve que la Russie mène des bombardements depuis ses avions, mais généralement qui volent depuis le sol, au-dessus du sol russe et qui Non, font mais leur c'est bombardement exactement à ça. distance. Je dis, il n'y a pas d'avion qui vole dans le ciel Je le précise pour nos ukrainien téléspectateurs. aujourd'hui. tout à fait. Et donc, non, mais c'est On tout voit à fait. effectivement le cortège, je le précise, général, pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas la base aérienne de Villacoublay, qui est en train de longer la base et qui est donc à quelques dizaines de mètres de l'entrée de cette base aérienne, qui est une base militaire à proximité de Paris. Sur les avions, donc vous dites, Donc, je ne connais pas la situation du terrain. Alors, si on se dit qu'on ne connaît pas l'utilité, Oui. Non, je ne dis pas qu'on ne connaît pas. Je dis que c'est quelque chose qui doit être étudié et je suis sûr que nos états-majors aujourd'hui le font. Et vous bien avez sûr. raison de dire que les missiles russes sont tirés depuis le territoire russe ou depuis le territoire biélorusse et non pas depuis le terrain ukrainien. Donc je pense que la première analyse à faire, et je suis sûr qu'elle est en train d'être faite tant par les Américains que par les Anglais que par les Européens, c'est de savoir est-ce que ça a un sens tactique d'envoyer aujourd'hui des avions? Est-ce que, vous savez, on n'envoie pas des avions, on envoie un écosystème avec un système de différents avions qui vont assurer la sûreté aérienne, qui vont faire de l'appui au sol, avec des moyens de brouillage, etc. C'est des manœuvres qui sont extrêmement compliquées et qui sont préparées. Quand les Américains attaquent l'Irak en 2003, ou en 91 d'ailleurs, ça c'était au Koweït, mais et voilà ils donc sont- l'arrivée, je le précise, Pardon. général, du cortège de Volodymyr Zelensky sur la base aérienne de Villacoublay. Vous avez raison de rappeler que un avion, c'est pas juste on envoie un avion et Bien tout se sûr passe que non. bien. C'est un ensemble. Il y a quand même une question de en a-t-on les capacités? On rappelait tout à l'heure, dans les conditions fixées par le président français, il dit qu'il faut que ce soit soutenable pour l'armée française. Or, vous venez de rappeler à l'instant qu'il ne s'agit pas d'envoyer un ou deux appareils sans aucune conséquence. Il faut savoir quel pays a les capacités de livrer de tels appareils. Est-ce qu'aujourd'hui, en Europe, dans l'Union européenne, d'après les informations dont vous disposez, nous sommes en capacité de nous déposséder de certains avions pour les céder à l'Ukraine, sans nous-mêmes nous mettre en danger? Alors, il se trouve que la France aurait des difficultés à livrer des avions Rafale. Non pas qu'elle n'en a pas, mais qu'elle en a très peu, puisque l'armée française étant une petite armée, elle a peu de moyens. Par contre, elle est en train de remplacer des avions qui sont de très grande qualité, mais d'une génération un peu antérieure, qui sont les Mirage 2000, qui vont se trouver disponibles. Donc, en ce qui concerne la France, ça paraît éventuellement possible, juste en termes de parc. Alors, maintenant, après le choix, toutes les armées aériennes sont des petites armées. Les avions, ça coûte extrêmement cher, donc on en a peu. Et donc, là aussi, c'est toujours une décision politique. Est-ce que je donne mes avions à l'Ukraine au risque, moi, de ne plus en avoir, ou est-ce que je fais le choix de dire la guerre, elle se gagne maintenant, et je ne préserve pas de défense? On a vu que sur les affaires des chars, de nombreux gouvernements, d'ailleurs finlandais, polonais, ne sont pas revenus en arrière sur le principe des chars, mais sur la quantité de chars. Parce que les pays, les gouvernants ont quand même une responsabilité immédiate envers leur propre population, et on voit la gravité de cette décision politique de dire « Ok, je donne mes moyens », ou bien j'en conserve quand même suffisamment pour pouvoir me défendre. C'est une décision politique au premier chef, bien sûr. Léger retard à Villacoublay où le décollage était prévu aux alentours de 8h30. Vous voyez qu'il est déjà 8h42. Le cortège de Volodymyr Zelensky vient d'arriver. D'ici quelques minutes, les deux présidents qui se sont rejoints et qui vont partir ensemble pourront apparaître à l'image pour prendre ce vol en direction de Bruxelles sans attendre que les décisions soient prises formellement par l'Union européenne. Général Vincent Desportes, il y a une réaction de la Russie au discours des Britanniques hier. Certes, nous ne devons pas les suivre, mais on a un indicateur de ce que ça peut provoquer. C'est l'ambassade de Russie au Royaume-Uni qui s'est exprimée en avertissant que les livraisons d'avions, je cite, ne resteraient pas sans réponse.
L'ambassade russe au Royaume-Uni va plus loin. Dans un tel scénario, dit-elle, la moisson sanglante du prochain cycle d'escalade sera sur votre conscience. On a plusieurs mots-clés dans cette phrase. Sanglante, escalade. Et puis, l'ambassade cible également les conséquences militaires et politiques pour le continent européen et le monde entier. Est-ce que cette réaction russe doit entrer dans notre réflexion? Est-ce que nous devons raisonner en disant l'Ukraine en a besoin, nous pouvons pas le faire et donc nous le faisons? Ou est-ce qu'on doit dire attention à la réaction des Russes? Quel est le bon critère de réflexion? Alors, d'abord, personne ne peut être surpris des réactions russes, puisque à chaque fois que les pays occidentaux ont grimpé un peu dans leur livraison de leurs moyens, en durcissant ces moyens, à chaque fois, on a eu cette réaction. Ce qui est surprenant, c'est qu'on ne nous ait pas parlé cette fois-ci d'armes nucléaires, ce qui est la réaction habituelle. Vous y voyez presque une bonne nouvelle, si on veut dire ça avec un peu d'ironie. De toute façon, le discours est toujours le même. Ça veut dire qu'il ne doit pas nous inquiéter? Si, il doit nous inquiéter. Et nous devons être fermes, mais responsables. Nous sommes bien sur une ligne de crête. À quoi cela servirait-il que l'Ukraine l'emporte encore de quelques mètres si l'Europe devait être à feu et à sang? Donc on est bien dans ces deux limites. Un, l'Ukraine doit gagner. Deux, il faut éviter un embrasement général. C'est pour ça qu'il faut toute la lucidité, tout le discernement de nos politiques qui doivent bien se poser la question de la finalité. Cette guerre est compliquée parce que, comme toutes les guerres, elle est finalement conduite beaucoup par la passion, par l'émotion. Que la passion et l'émotion prennent les peuples, prennent les commentateurs sur les plateaux de télévision, c'est normal. Mais nos gouvernements ont des responsabilités énorme dans cette affaire-là. Cette ligne de crête est extrêmement fine. Il ne faut pas la dépasser. En même temps, la Russie, si vous voulez, si elle commençait à attaquer un pays occidentale, elle s'engagerait dans une guerre qui serait épouvantable, sûrement pour les pays occidentaux, mais pour elle-même. C'est bien pour cette raison que le président Poutine dit à chaque fois, attention, on est très près de la ligne rouge. Il n'utilise pas cette expression, mais il le dit. Mais en fait, il ne dit jamais, vous avez franchi la ligne rouge, parce que ça voudrait dire pour lui, ok, maintenant j'attaque l'OTAN. Mais si j'attaque l'OTAN, Moscou est détruit le lendemain, si vous voulez. La réalité, c'est que cette ligne rouge, en plus, générale, elle est mouvante, parce qu'en fait, on a eu le sentiment qu'au départ, c'était ne pas aider les Ukrainiens du tout, puis ne pas envoyer de chars lourds, ne pas envoyer d'avions. Si demain, les avions sont livrés, la réaction russe sera-t-elle fondamentalement différente? Je n'en suis pas sûr du tout. Je ne suis pas sûr du tout, justement, parce qu'en fait, le président Poutine cherche à faire peur. Il est dans son rôle, il est absolument dans l'intimidation. Nous cherchons tous à produire un effet psychologique sur l'autre. La stratégie, ça sert toujours à produire un effet psychologique. Le président Poutine veut que Zelensky lâche, que le peuple lâche et que les Ukrainiens cessent d'aider. Donc, il veut produire un effet psychologique dans nos têtes. Et nous, en nous montrant unis, nous voulons lui montrer qu'il n'a plus rien à gagner et qu'au contraire, il va perdre. Et donc, on est effet psychologique contre effet psychologique, on est bien finalement dans une guerre d'influence des deux côtés par des moyens militaires, par le biais de moyens militaires. Et donc, oui, nous n'avons pas à craindre ces paroles-là, il faut être ferme, mais en restant responsable, parce que cette guerre, elle est conduite depuis le début sous menace nucléaire, et nous ne devons pas l'oublier. Cette tournée, parce qu'on peut appeler ça une tournée de Volodymyr Zelensky, dès lors qu'il y a eu un passage à Londres, à Paris, à Bruxelles, c'est une tournée européenne. Elle intervient à quelques jours du triste anniversaire du déclenchement de la guerre, mais elle intervient aussi à un moment où la situation sur le terrain est difficile pour les Ukrainiens. Est-ce que Volodymyr Zelensky, en venant ainsi, capitale après capitale, redire « je veux des avions de combat, je veux des armements, j'en ai besoin ». Il disait hier « nous en avons besoin pour vivre ». Il en appelle à la survie même de son peuple et de son pays. Est-ce que ce n'est pas aussi d'une certaine manière un aveu de faiblesse? Il vient souligner la difficulté dans laquelle sont les Ukrainiens. C'est pas un aveu de faiblesse. Un constat de faiblesse, alors. C'est un constat. Nous sommes là, rentrés dans une période de grande vulnérabilité pour l'Ukraine. Et cette période va durer jusqu'au moment où, effectivement, les chars, et pas les 12 chars anglais qui vont pas changer la donne, mais où cette aide-là va arriver de manière massive. Aujourd'hui, la période très difficile à vivre, là, c'est jusqu'à la fin du printemps, peut-être jusqu'au début de l'été, parce qu'il y a un risque que, compte tenu de sa mobilisation massive, et compte tenu de l'arrivée des troupes massivement sur le front, eh bien, la Russie finissent par percer. Et dans l'état actuel des rapports de force, il y a peu de chances que l'Ukraine arrive à casser une percée
qui se ferait de la part des Russes. Donc nous sommes dans une période difficile et c'est pour ça qu'il est urgent de faire quelque chose le plus rapidement possible. Oui, précisons d'ailleurs que le Royaume-Uni a indiqué que ses chars Challenger seraient opérationnels le mois prochain. L'Allemagne dit elle espère livrer un premier bataillon de chars d'ici avril. Dans tous les cas, il va encore falloir que les Ukrainiens tiennent plusieurs semaines avec les armements actuels, sans compter sur des renforts occidentaux. Bah, vous avez raison, c'est pour ça que là, on est dans une période tout à fait critique pour l'Ukraine et je dirais pour l'Europe, parce que oui, bien sûr, le président Zelensky a raison, si la Russie gagne, le droit international, évidemment, est bafoué totalement et la paix de l'Europe est mise en danger. Donc on est dans une période cruciale pour tout le monde, pour l'Ukraine et pour nous. Alors peut-être pourrions-nous faire plus vite. Je rappelle que les Américains ont des centaines de chars Abrams en Europe de l'Est, pardon, en Europe de l'Est, en Europe. Ils sont stationnés dans le cadre de l'OTAN, en particulier sur certains pays limitrophes. C'est-à-dire qu'il y a aussi une possibilité de faire tout de suite. Mais on sait que les Américains, par exemple, ont décidé non pas de donner leurs chars, mais de recréer de nouveaux chars anciens pour les donner aux Ukrainiens, ce qui explique qu'ils n'arriveront qu'au mois de décembre ou qu'au mois de janvier. Donc je dirais que tout le monde peut faire des efforts immédiatement, mais encore faut-il prendre en conscience de la nécessité absolue de le faire et d'avoir un projet. Et chacun des pays, ça n'a pas de sens que la France ou que l'Allemagne donnent tout de suite. Il faut qu'à un moment donné, nous soyons unis pour dire oui, c'est notre défi à nous, faisons-le maintenant, faisons-le tout de suite. L'Ukraine ne doit pas perdre. Et la question, elle est dans les jours, dans les semaines et dans les quelques mois à venir. Je le disais tout à l'heure, Volodymyr Zelensky s'est entretenu avec nos confrères du Figaro et il évoque cette question des livraisons d'armes. Il fait ce constat, de son point de vue, la Russie est objectivement en train de perdre la guerre, dit-il, à 99%. Mais, explique le président ukrainien, les Occidentaux, selon lui, parient sur le 1% qui reste pour justifier leur réticence à nous fournir des armes. Est-ce que vous voyez aujourd'hui une réticence des Occidentaux? Est-ce que c'est une question d'organisation, de temps de décision ou vraiment de même de conviction de notre part? Non, je ne crois pas du tout. J'ai lu l'article du Figaro ce matin, bien sûr. Je ne crois pas. Et donc, Vous ne croyez pas à la distance. On voit donc le général Vincent Desportes, oui, les deux présidents, le président français Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, qui viennent de s'entretenir ensemble dans le pavillon d'honneur de la base aérienne de Villacoublay et qui cheminent donc à pied en direction de ce Falcon 7X de la présidence de la République qui va les conduire vers Bruxelles. On remarque encore cette différence de style qui nous frappe en toutes circonstances. Toujours ce pantalon kaki de la part du président Volodymyr Zelensky. Cette tenue qui ne le quitte pas, qui est désormais l'incarnation aussi de cette lutte depuis le début, face à un président français qui, lui, est dans ses habits habituels, le costume cravate qui sied au chef de l'État français. Vous avez publié il y a quelques jours un livre qui s'appelle « Devenez leader ». Aujourd'hui, a-t-on là face à nous des leaders? Volodymyr Zelensky s'est révélé dans ce conflit. Vous avez également là le président de la République française. C'est lui qui accompagne le président ukrainien. D'ailleurs, on va suivre encore la 7 montée d'ici quelques instants. C'est un petit appareil, le Falcon 7X. Vous le voyez par le nombre de hublots. Il y a à l'intérieur une grosse quinzaine, une petite vingtaine de places. Généralement, le président de la République française le prend avec ses plus proches collaborateurs. Il salue d'ailleurs l'ambassadeur d'Ukraine en France à l'instant, juste avant de monter dans l'appareil, qui est en contact régulier naturellement avec les services de la présidence de la République. Ça veut dire aussi, général, que dans cet avion, pendant une petite heure, le temps que dure le vol, on sera dans un comité très restreint. L'occasion encore d'un entretien, l'occasion encore pour les deux chefs de l'État d'évoquer les dossiers de fond. On voit malgré tout ce sourire, ce geste très tactile du président de la République, ce salut. On a beaucoup été frappé depuis hier par la capacité de Volodymyr Zelensky à remercier. Il est venu nous dire merci, mais s'il vous plaît, faites un peu plus. Les voilà donc qui prennent place à bord de cet avion, ce Falcon 7X. Je vous posais la question, devenez leader. Devenez leader. Qui est le leader aujourd'hui? Vous disiez l'Europe doit parler d'une même voix. Doit-elle répondre au leader Volodymyr Zelensky? Doit-elle écouter son leader Emmanuel Macron? Son leader britannique qui est à quelques kilomètres de nous et qui fait des annonces? Vous parliez tout à l'heure de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. C'est elle théoriquement qui coordonne la politique européenne, mais elle n'a pas pris cette place de leader. Qui est leader aujourd'hui en Europe? Vous posez la vraie question. Nous manquons profondément d'un leader. Le président Macron en aurait évidemment la stature, mais compte tenu peut-être des maladresses qu'il a commis au début de cette guerre, il a beaucoup de mal maintenant à faire entendre sa voix à ce que je pourrais appeler globalement les pays du front. Et donc on manque d'un leader uni. Vous savez, le rôle du leader, son premier rôle, c'est d'arriver à construire du collectif
tendue vers une ambition commune. Et là, il y a une ambition commune, mais on a beaucoup de mal à faire du collectif parce que les intérêts individuels de chacune des nations prévaut en quelque sorte sur l'intérêt général. Si l'Europe était groupée sous un leader, alors les choses seraient évidemment beaucoup plus faciles. Et non seulement on n'est pas ensemble, mais on ne croit même pas à l'article 5 de l'OTAN. C'est intéressant quand les Polonais... C'est-à-dire l'idée qu'on doit se porter secours mutuellement en cas d'agression. Ou que l'Amérique viendra nous aider. Hein, quand le chancelier Scholz dit « j'enverrai mes chars », si les États-Unis le font, quelque part, il ne croit pas lui-même à l'article 5. Ou quand la Pologne ne veut pas envoyer ses avions s'ils ne partent pas de la base de Ramstein, je parle du mois de mars dernier, là non plus, je veux une surassurance. Donc on n'est pas absolument sûr de faire partie d'un collectif, que ce collectif soit l'OTAN ou que ce collectif soit l'Europe. Donc moi, de mes voeux, j'appelle l'apparition d'un leader qui arrive à être suivi par tous, mais la montée des individualismes au sein des nations et des individualismes au sein de l'Europe font que c'est aujourd'hui très compliqué et très dommageable. Image saisissante à travers les hublots de cet appareil de Falcon 7X, des présidents de la République française et ukrainienne qui sont en train de s'installer, qui ont pris place et qui vont d'ici quelques minutes maintenant décoller en direction de Bruxelles. Quand on voit une telle image, général Vincent Desportes, cet avion floqué République française, avec à son bord le président ukrainien, c'est une image d'un symbole et d'une force incroyable. La France, après avoir accueilli le président Volodymyr Zelensky à Paris, après l'avoir conduit dans l'un de ses appareils en direction de Bruxelles, peut-elle encore refuser une demande que ferait le président ukrainien quand il nous demande des avions, quand il nous demande des chars? Au nom de quoi pourrions-nous lui dire « Non, désolé, nous vous avons accueilli, nous vous avons conduit à Bruxelles, mais nous ne pourrons pas aller plus loin dans l'armement », alors qu'on voit la porte de l'appareil en train de se fermer. Alors, d'une part, je crois qu'il faut être fier, je crois que c'est beau, la France existe, et la France est probablement un des pays qui pourrait prendre le lead dans cette Europe, mais c'est très compliqué parce que cette guerre a divisé l'Europe, on le sait bien. Alors, peut-on encore refuser? Oui, bien sûr, on peut encore refuser, et on peut refuser au nom de l'intérêt de l'État. Et c'est bien là où il faut balancer soit l'intérêt de l'Ukraine, qui est l'intérêt de l'Europe, soit l'intérêt de l'État. Et tant qu'on n'a pas de projet européen, les intérêts des États finiront par peser lourd dans cette balance-là. Et on doit décider selon des règles, et c'est pour ça que le président Macron, à juste titre, a défini ces trois règles-là. Il se tient à une logique. Je crois qu'on ne peut pas réagir par impulsion, par émotion, donc il faut réfléchir. Il sait donner des règles, c'est important. En même temps, si jamais, enfin, on avait un projet européen sur cette affaire-là, un contrôle politique de l'Europe, ce qui n'existe pas, alors les choses seraient beaucoup plus faciles. Vous l'avez peut-être vu à l'image il y a quelques instants, Volodymyr Zelensky tenait entre ses mains un journal, c'est le journal Le Figaro. On disait tout à l'heure qu'il a parlé dans ce journal. Il dit des choses très importantes sur la situation d'aujourd'hui, mais il nous lance aussi des défis à nous, Européens et dirigeants occidentaux. Il dit, par exemple, les dirigeants européens nous voient comme une menace pour leur société, pour la stabilité de leur pays, pour la qualité de leur vie, pour leur pouvoir politique. Ils veulent stopper la guerre le plus vite possible, mais le plus facile est de le faire aux dépens de quelqu'un. Ce qu'il pose au fond, c'est la question des conditions dans lesquelles la paix pourra se faire. L'Ukraine devra-t-elle ou pas renoncer à un pan de son territoire? On voit que c'est sa crainte. Il dit qu'il faut accorder à Poutine ce qu'il réclame, un bout de territoire, le Donbass, la Crimée. C'est ce que pensent certains en Occident. Que peut-on dire aujourd'hui au président Zelensky? Quelles conditions peut-on créer pour qu'une paix puisse être envisagée? C'est la vraie question, et je l'ai dit depuis très longtemps. C'est pour ça que l'idée de conférence internationale est extrêmement importante. Quel projet de paix pouvons-nous avoir ensemble? Le problème aujourd'hui, c'est de créer les conditions de la paix. Ces conditions ne sont jamais que militaires. La bataille est chargée de créer des conditions qui permettront de sortir. Mais il faut bien des stratégies de sortie, il faut bien un projet de paix, et il est urgent maintenant à la fois de donner de l'armement, clairement, d'empêcher la Russie de gagner et en même temps de construire un projet de paix sur lequel on puisse se rattacher. Et il faut donner, ça peut peut-être choquer ce que je vais dire, mais il faut qu'à un moment donné, le président Poutine soit sûr de ne plus gagner, mais qu'à un moment donné, il puisse se raccrocher à quelque chose. Donc tout ça, on doit le réfléchir ensemble. Nous ne jouerons pas la Deuxième Guerre mondiale, nous n'irons pas nous battre à Berlin. Donc il faudra à un moment donné que la Russie, que ce soit Poutine ou quelqu'un d'autre, accepte une voie de sortie. Et ça, nous devons y réfléchir, quelle qu'elle soit. Et une voie qui soit acceptable par les deux parties, y compris par l'Ukraine, qui entend bien récupérer l'intégralité de son territoire dans les frontières d'avant 2014. On le voyait à l'image, au-delà du symbole politique, du symbole diplomatique, bien sûr, général Vincent Desportes, il y a dans cet avion deux chefs d'État
de pays qui sont en première ligne dans ce conflit. L'Ukraine, bien sûr, parce qu'elle est agressée. La France, parce qu'elle entend aujourd'hui porter une voix singulière. Il y a aussi un défi en termes de sécurité. C'est-à-dire que cet avion-là est toujours, bien évidemment, suivi, surveillé, contrôlé, parce que c'est un avion de chef de l'État. Mais là, c'est un avion de chef d'État au pluriel. Eh bien, écoutez, c'est évidemment une prise de risque, et c'est une prise de risque évidemment assumée par le président Macron. Le président Macron est moins menacé que le président Zelensky. Donc s'il va avec Zelensky, c'est lui qui prend un risque et pas le président Zelensky, évidemment. Et donc il le fait. Et donc c'est un signe, il dit, nous sommes frères dans cette affaire, nous sommes engagés, nous sommes ensemble. Et c'est encore un signe politique, et un signe politique de grande fermeté, de grande valeur. On a cru à un moment, où on a craint, d'ailleurs c'était la crainte des Occidentaux, que les Russes puissent vouloir porter atteinte à la vie de Volodymyr Zelensky. En particulier au début de l'offensive, on se souvient en particulier que les Américains avaient proposé de l'accueillir, mais ils ne sont pas les seuls à avoir fait ces propositions. Les Européens s'étaient positionnés de diverses manières. Est-ce qu'aujourd'hui ce risque vous paraît écarté? Est-ce que les Russes se retrouvent dans une situation où une telle atteinte est devenue impossible? Alors, je crois que personne ne maîtrise la guerre et on ne sait pas où on va. Donc, rien n'est à exclure. Pour l'instant, alors, l'autre idée, c'est qu'il faut bien négocier avec quelqu'un, il faut bien trouver, c'est avec quelqu'un qu'on fait la paix à un moment donné. Donc, il faut bien avoir un partenaire qu'on connaît vaut mieux qu'un partenaire qu'on ne connaît pas. Mais enfin, il est tout à fait possible. On sait bien aussi, une autre loi de la guerre, c'est que vous devez casser non pas la puissance, mais la source de la puissance. Il est clair que Zelensky est une source de puissance considérable parce que c'est un leader, parce qu'il a une capacité à cristalliser des volontés, à faire converger des volontés. Et je dirais qu'il serait une cible militaire parfaitement légitime. Politiquement, la question se pose. Merci beaucoup, Général Vincent Desportes, d'avoir été avec nous ce matin pour nous aider à comprendre les enjeux de cette journée historique. On peut le dire, le mot n'est pas galvaudé en l'occurrence. Et on va continuer d'en parler avec vous, Elisabeth, tout au long de cette matinée et en particulier dans les minutes à venir, puisque cet avion va bientôt prendre la direction de Bruxelles.